En octobre 1891, dans le bassin de la Powder River au Wyoming, les peupliers bordant les lits de Dry Creek avaient perdu leur dernier feuillage jaune, et l'air portait un froid distinct, plus vif. Cela annonçait la rudesse à venir. Sur une parcelle de terre isolée, loin de toute autre habitation, Ferenc Kálai était engagé dans une entreprise sans précédent. Son projet était une habitation en fer. Ce n'était pas une simple structure en tourbe fortifiée avec des matériaux de récupération, ni une cabane ordinaire coiffée d'un toit métallique. Au lieu de cela, la maison entière était un cylindre impeccable, mesurant 20 pieds de long et 10 pieds de diamètre, reposant horizontalement comme un énorme tronc d'arbre abattu. Construite à partir de 3 énormes segments d'une chaudière à vapeur réaffectée, ces robustes plaques de fer formaient une courbure plus adaptée à une locomotive qu'à une propriété résidentielle. Le cliquetis rythmique de son marteau à riveter résonnait à travers l'herbe sèche de la prairie, un bruit industriel inhabituel dans un paysage typiquement dominé par les sons des scies et des haches. Orville Goss, un éleveur dont la propriété jouxtait celle de Kálai, arrêta son cheval pour observer le nouvel arrivant hongrois au travail. Goss possédait un caractère dur et résolu, ses opinions forgées par 20 hivers rigoureux du Wyoming. Il secoua la tête, un geste exprimant à la fois le dédain et la sympathie. S'adressant à son contremaître, Silas Putnam, il déclara « C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais vue ». À côté de lui, Silas Putnam resta à cheval. « Il construit un cercueil, pas une habitation », affirma Silas d'un signe de tête. « Jedediah Crane est passé hier », ajouta Silas. « Il prétend que l'homme est fou, croyant qu'il fabrique une machine à vapeur pour cultiver tout le bassin. » Goss ricana. « On dit qu'il est chaudronnier. Cependant, ce n'est pas la Hongrie, c'est le Wyoming. Le fer attire le froid. La condensation se formera à l'intérieur, entraînant une humidité et une décomposition omniprésentes. Ses enfants tomberont malades avant Noël, pendant que ce fou construit un conteneur métallique destiné à geler sa propre famille. » Cette condamnation se répandit rapidement dans la colonie peu peuplée, telle une traînée de poudre. L'édifice particulier fut connu sous le nom de « la folie de Kálai » ou du pot de fer. Ceux qui connaissaient les dures réalités d'un hiver du Wyoming, comment le bois frais se contracte et crée des ouvertures pour le vent, comment un feu se réduit en braise à 3 heures du matin, permettant à un froid mortel de pénétrer jusqu'à l'être, comprenaient que le bois était la seule solution viable. Le bois retenait l'essence de la chaleur. Le fer, à l'inverse, servait de conducteur pour le froid. Il percevait Franz Kálai, avec son air réservé et son accent inconnu, non pas comme un pionnier, mais comme un simplet sur le point de recevoir une éducation brutale des hautes plaines. Quelle connaissance ce chaudronnier hongrois pouvait-il bien posséder concernant le rayonnement thermique qu'une génération entière de pionniers expérimentés avait négligé? Quel savoir caché résidait dans les panneaux scellés et incurvés de son habitation métallique qui pourrait remettre en question toutes leurs notions établies de survie? La révélation finirait par éclater, apportée par un hiver si exceptionnellement rigoureux que son souvenir perdurerait pendant un demi-siècle. Avant d'observer cette épreuve glaciale et la justification qu'elle a apportée, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Le récit de Ferenc Kálai transcende une simple histoire de survie. Il offre une profonde leçon de physique. Bien que cela semble évident, je vous assure qu'en concluant ce récit, vous saisirez les distinctions significatives entre la conduction, la convection et le rayonnement. De plus, vous comprendrez comment le concept non conventionnel d'un individu a fondamentalement modifié les perceptions de ce qui pouvait être accompli. Si vous avez déjà réfléchi à la manière dont la sagesse ancienne abordait les défis contemporains, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous, peut-être en décrivant une méthode traditionnelle que vous trouvez admirable. Ferenc Kálai n'était pas charpentier. Il ne comprenait pas les assemblages complexes d'un coin à queue d'aronde, ni la bonne méthode pour façonner une bûche afin de repousser l'eau. Il n'était pas agriculteur, étranger au cycle du sol. Ses mains ne portaient aucune marque de hache ou de charrue. Au lieu de cela,
Ses mains étaient façonnées par la forge et le marteau à riveter. Dans sa vie antérieure au sein de l'Empire austro-hongrois, il avait servi comme maître chaudronnier pour le système ferroviaire national. Son domaine était intrinsèquement lié au feu. Il comprenait la force formidable de la vapeur, une énergie capable de propulser une locomotive de 100 tonnes, ou, si son confinement échouait, de démolir une structure entière. Utilisant des pieds à coulisses et des manomètres, son intellect était apte à calculer la résistance à la traction de l'acier et l'immense contrainte exercée sur un rivet. Sa carrière professionnelle était dédiée à la fabrication d'enceintes conçues pour résister de manière fiable à la chaleur et à la pression extrême. En arrivant au Wyoming avec son épouse Ilona et leurs jeunes enfants, Laszlo et Zofia, il fut attiré par la perspective de posséder des terres et de prendre un nouveau départ. Bien qu'il ait apporté son équipement et son expertise, il découvrit une demande minimale pour un chaudronnier dans une région dominée par l'élevage et les forêts. Il se débrouilla du mieux qu'il put, effectuant diverses tâches de réparation. Mais il resta un étranger, ses compétences semblant étrangères à l'environnement de la frontière. Suivant les conseils de ses voisins, il construisit une cabane en rondin typique pour sa famille durant cette première année. Il utilisa du pin non séché, le seul bois qu'il pouvait se permettre et transporter lui-même. Le processus de construction lui parut maladroit. Les assemblages étaient imparfaits et le scellant était un mélange de boue et d'herbe. Cela semblait rudimentaire à côté des joints scellés au plomb d'une boîte à feu. Néanmoins, leur premier hiver s'avéra être une période terrible de froid intense. Le bois fraîchement coupé, récolté pendant l'été, commença à sécher et à se contracter dans l'atmosphère aride et glaciale. À mesure que les rondins rétrécissaient, des ouvertures se formèrent dans les murs, créant d'étroites fissures à travers lesquelles un courant d'air persistant et mordant sifflait. Le cadre de la porte, initialement carré, se déforma et se tordit jusqu'à ce qu'un espace d'1 demi-pouce apparaisse le long du bord du loquet. Chaque nuit, Ferenc comblait cet espace avec des chiffons. Pourtant le vent, aussi fin que du verre pulvérisé, pénétrait invariablement. L'air glacial était palpable à l'intérieur de l'habitation. Ilona maintenait une casserole d'eau sur le poêle de cuisine, non pas pour faire du thé, mais pour permettre à sa vapeur d'introduire un peu d'humidité dans l'atmosphère oppressante et aride. Malgré cela, les fenêtres restaient couvertes d'une épaisse couche de glace interne, non transparente. Le véritable défi commençait après minuit. Quelle que soit la quantité de bois fourni, le poêle ne parvenait pas à contrecarrer la chaleur qui s'échappait. Vers 3 heures du matin, les flammes se réduisaient à un tas de braises mourantes. La température intérieure de l'habitation chutait drastiquement, reflétant les relevés à un chiffre à l'extérieur. La famille dormait enveloppée dans ses manteaux, serrée sous toutes les couvertures disponibles. La jeune Zofia contracta une toux persistante et rauque, causant une grande alarme à Ferenc et Ilona. Ils se sentaient vaincus. Leur maison n'offrait aucun véritable refuge, mais agissait plutôt comme une passoire. De plus, toute chaleur générée se dissipait presque instantanément. Ferenc Kálai, réputé pour construire des conteneurs capables de supporter 200 livres de pression de vapeur par pouce carré, avait conçu une résidence incapable de retenir la moindre chaleur. Ce revers l'affecta personnellement, professionnellement et profondément. Le problème n'était pas la basse température elle-même, mais plutôt l'incapacité de la structure à la contenir. Ses voisins rencontraient des difficultés identiques, pourtant ils le percevaient comme un aspect inhérent de la vie. Par exemple, Orvalgos consommait 20 cordes de bois chaque hiver. Ces 2 imposants foyers en pierre brûlaient continuellement. Néanmoins, son épouse se lamentait que le plancher était si glacial qu'il lui faisait battre les chevilles. De plus, ils accrochaient d'épaisses couvertures aux entrées de leur zone de couchage. Ce problème était répandu dans tout le bassin de la Powder River. La cabane en rondin traditionnelle, souvent considérée comme un emblème de l'endurance de la frontière, s'avéra être une insuffisance thermodynamique. Son principal adversaire était la pénétration de l'air.
Une cabane typique mesurant 20 par 30 pieds présentait plus de 600 pieds linéaires de joints entre ses rondins. Malgré l'étanchéité la plus efficace, la contraction du bois non séché produisait d'innombrables ouvertures minuscules. De telles ouvertures facilitaient une circulation d'air étendue. L'air extérieur froid et lourd forçait son entrée par les fissures inférieures. Pendant ce temps, l'air chaud et précieux s'élevant du poêle s'échappait par les crevasses supérieures, établissant un schéma incessant et invisible de déperdition de chaleur. Par temps venteux, le volume d'air complet à l'intérieur d'une cabane pouvait être échangé toutes les 20 à 30 minutes. Par conséquent, le poêle ne se contentait pas de chauffer l'habitation. Il essayait en fait de chauffer l'intégralité du Wyoming, un pied cube à la fois. De plus, le bois fonctionne comme un isolant, pas comme un conducteur thermique. La chaleur émanant du poêle chauffait l'air ambiant par convection, faisant monter cet air chauffé au plafond, d'où il s'échappait rapidement. Les murs eux-mêmes, bien qu'à une courte distance des flammes, restaient froids au toucher. La chaleur était localisée à une seule zone, formant une petite zone de chaleur au milieu d'une vaste étendue de froid. Pour avoir chaud, il fallait être près du feu. Tout autre endroit signifiait ressentir le froid. Ce manque d'efficacité inhérent était généralement considéré comme une difficulté inéluctable, un coût de la vie dans un environnement si rude. Ferenc, néanmoins, ne le considérait pas comme une adversité à tolérer, mais plutôt comme un défi technique nécessitant une solution. Son intellect, habitué au principe des structures closes, trouvait inacceptable le conteneur en bois poreux et inefficace. Une enceinte robuste était essentielle pour lui. Au printemps 1891, il découvrit que la compagnie ferroviaire remplaçait un segment de tuyaux de chaudière et se débarrassait des anciennes pièces. Il acquit 3 sections cylindriques, chacune de 10 pieds de diamètre, à un prix remarquablement bas. Tout au long de l'été, il transporta ces éléments sur sa propriété à l'aide d'une charrette empruntée. Une entreprise immense qui ne fit que renforcer la conviction de ses voisins quant à sa folie. La construction commença en septembre. Il construisit soigneusement une base avec des pierres de rivière plates, s'assurant qu'elle était parfaitement de niveau. Ensuite, à l'aide d'un système de levier et de rouleaux, Ilona et lui positionnèrent habilement le premier segment de fer. Pendant plusieurs semaines, il aligna méticuleusement les 3 unités cylindriques, s'assurant que leurs bords à bride se chevauchaient précisément. C'est à ce moment que sa véritable expertise se manifesta. Il construisit une forge compacte et mobile, l'utilisant pour chauffer des rivets jusqu'à ce qu'ils brillent d'un rouge orangé éclatant. Il les lançait ensuite à Ilona, qui les ramassait dans un seau et les insérait dans les ouvertures prépercées. À l'intérieur du cylindre, Ferenc maintenait fermement une contre-boutrole contre la tête du rivet, tandis que son fils, Laszlo, âgé de 12 ans, martelait la queue depuis l'extérieur, lui donnant une forme de champignon idéale. Cette procédure était lente, systématique et extrêmement bruyante. Clang, clang, clang. La réverbération de ce qui allait advenir résonnait à travers la vaste prairie. En refroidissant, les rivets se contractaient, rapprochant les épaisses plaques de fer avec une force immense, formant ainsi un joint métal sur métal, presque complètement imperméable à l'air. Ensuite, il scella les joints internes avec des fibres de plomb et recouvrit l'extérieur d'une généreuse couche de goudron foncé. Cette substance est identique à celle utilisée pour sceller les coques de navires. Il aménagea 2 ouvertures, l'une pour une entrée robuste et isolée qu'il fabriqua à partir de bois stratifié, et l'autre pour une fenêtre compacte à double vitrage qu'il avait acquise à Cheyenne. Dans la courbure inférieure du cylindre, le plancher était constitué de planches épaisses posées sur une couche de sable et de gravier. À l'extrémité opposée, il installa un chauffage compact et efficace en fonte, dirigeant son tuyau de cheminée directement à travers un collier scellé dans la paroi métallique. Orval Goss vint lui rendre visite pendant les phases finales. Il observa Ferenc installer le tuyau de poêle, son expression empreinte d'une totale incrédulité. « Kali, je vous assure, c'est une erreur.
Une fois ce chauffage en marche, l'air chaud intérieur rencontrera le fer froid. L'eau va condenser. Elle ruissellera continuellement sur les surfaces intérieures. Ce sera comme vivre dans une fonte de printemps. Vous tomberez malade dans cette enceinte métallique à cause de l'humidité. C'était la préoccupation la plus technique exprimée par quiconque. Et elle était en effet légitime. La condensation. L'humidité mentionnée par Goss posait un risque réel. Ferenc s'arrêta brièvement, nettoyant ses mains avec un chiffon. Il regarda l'éleveur, son expression sereine. Il n'offrit aucune contre-argumentation, ni ne tenta de justifier ses actions. Il déclara simplement « Le métal ne sera pas froid ». Par la suite, il reprit ses tâches. Le ridicule persista pendant une seule période, mais la justification durerait indéfiniment. Pour comprendre la source de la certitude inébranlable de Ferenc, il faut saisir la physique fondamentale qu'il comprenait instinctivement. Une habitation conventionnelle est chauffée principalement par convection. L'unité de chauffage réchauffe l'air qui circule ensuite. Cependant, le concept de Ferenc utilisait une méthode de transmission de chaleur significativement plus puissante et efficace, le rayonnement thermique. Tout objet possédant une température supérieure au zéro absolu rayonne de l'énergie thermique, une forme d'énergie électromagnétique, principalement dans la gamme infrarouge. C'est la chaleur perçue des charbons incandescents, même si l'air ambiant est frais. L'appareil de chauffage de Ferenc remplissait une double fonction. En effet, il réchauffait l'air à l'intérieur de la structure cylindrique par convection, mais surtout, il émettait également de la chaleur uniformément dans toutes les directions. La face interne de l'enveloppe métallique absorbait directement cette énergie rayonnée. Le fer excelle en tant que conducteur de chaleur, contrairement au bois qui entrave le transfert thermique. Le fer l'acceptait facilement. La chaleur absorbée par le chauffage a rapidement imprégné toute la structure métallique. Le sol, les murs, le plafond, les 600 pieds carrés de surface du cylindre se sont transformés en un unique, énorme émetteur à basse température. Le revêtement en fer s'est réchauffé à 24 ou 27 degrés Celsius, rayonnant ensuite cette chaleur douce et constante dans tout l'espace intérieur. Toutes et tous à l'intérieur du cylindre étaient continuellement enveloppés par cette douce énergie infrarouge. Elle ne chauffait pas seulement l'atmosphère, mais aussi les meubles et la literie. C'était comme la différence entre être près d'un unique feu de joie ardent et être au cœur d'une pièce où chaque mur ressemblait à un soleil doux et chaud. Cela a résolu efficacement l'inquiétude d'Orval Goss concernant la condensation. La condensation se produit lorsque l'air humide et chaud rencontre une surface dont la température est inférieure au point de rosée. Dans une cabane en rondin, les murs intérieurs peuvent facilement descendre à -1 degré Celsius, entraînant la congélation immédiate de l'humidité de la respiration ou de la cuisine sur ceux-ci. Cependant, dans le concept de Ferenc, le mur intérieur lui-même servait de source de chaleur, car le revêtement en fer était maintenu à une température chaude par la chaleur rayonnante du poêle. La température de surface de la structure n'est jamais tombée au point de rosée, empêchant ainsi la formation de l'humidité que Goss avait anticipée. Par conséquent, la sueur que Goss avait prévue n'a pas pu se matérialiser. De plus, la forme cylindrique était géométriquement idéale pour la rétention de chaleur. Parmi toutes les géométries tridimensionnelles, une sphère possède le rapport surface-volume le plus minimal. Un cylindre se classe comme le deuxième plus efficace. Abrant 44,4 mètres cubes d'espace habitable, la maison de fer présentait la plus petite surface extérieure concevable à travers laquelle l'énergie thermique pouvait s'échapper dans l'environnement. Une habitation rectangulaire de volume équivalent aurait présenté au moins 20% de surface en plus, ce qui se traduirait par 20% d'espace supplémentaire pour la dissipation de la chaleur. En fin de compte, l'aspect le plus vital était sa construction étanche à l'air. Ferenc avait consacré sa carrière à la construction de conteneurs pour la vapeur invisible et à haute pression. Par conséquent, retenir de l'air chaud à basse pression était d'une simplicité enfantine. Ces joints rivetés, calfatés et scellés
garantissait pratiquement aucune fuite d'air. L'entrée ou la sortie d'air ne se produisait que par le tuyau de poêle pendant la combustion ou lorsqu'il déverrouillait intentionnellement la porte. Il chauffait une seule masse d'air et la retenait, tandis que ses voisins tentaient de chauffer un flux continu. Novembre apporta les premières chutes de neige. Délicat et pittoresque, le cylindre restait douillet. Il ne nécessitait qu'un modeste feu le soir. Cependant, dès la 2e semaine de janvier, le ciel devint d'un gris opaque et menaçant, et un vent du nord commença son cri plaintif. Un blizzard au sol engloutit alors le bassin de la Powder River. Ce n'était pas une tempête de neige fraîche et abondante, mais plutôt un assaut horizontal incessant de neige préexistante. Elle était balayée des plaines et propulsée par des rafales atteignant 96 km/h. Le mercure chuta à -31 degrés Celsius et persista à ce niveau pendant 2 semaines. Le paysage disparut dans un maelstrom blanc et turbulent. Souvent, la visibilité était limitée à moins de 3 mètres. Des congères s'accumulaient contre les granges et les résidences, submergeant les clôtures et barricadant les entrées. Cela ressemblait à un siège prolongé. Dans la vaste maison de ranch d'Orval Goss, la lutte pour rester au chaud s'avéra être une entreprise infructueuse. Lui et Silas maintenaient les 2 grandes cheminées allumées, les alimentant en bûche toutes les heures. La chaleur ne se projetait qu'à une courte distance, mais le reste de la spacieuse pièce principale restait intensément froid. Un seau d'eau placé à 3 mètres de la cheminée se solidifia complètement. Du givre, aussi dense que la toison d'un mouton, se forma sur les têtes de clous incrustées dans les murs, servant de minuscules hommages au froid pénétrant le bois. Ils existaient dans un cercle de chaleur restreint et blotti, enveloppés dans des couvertures, leur existence confinée à la proximité immédiate des flammes. En contraste frappant, les conditions à l'intérieur du cylindre de fer de Ferranskeli, situé à seulement 2 miles de distance, étaient entièrement différentes. Le vent hurlait sur l'extérieur incurvé, incapable de trouver de résistance, son bruit atténué par le fer substantiel. À l'intérieur, un profond silence régnait. Le poêle compact rayonnait de lumière d'un feu modéré, utilisant seulement une fraction du bois que Goss consommait. L'atmosphère était chaude, ni excessivement chaude, ni étouffante, mais constamment et agréablement tempérée. Ilona était assise à sa modeste table près de la fenêtre, réparant une chemise dans la faible lumière du jour. Ses mains étaient agiles et chaudes. Au lieu de se rassembler près de la cheminée, Laszlo et Zofia, les enfants, jouaient avec des figurines d'animaux en bois sur une couverture étendue sur le plancher en bois. Un subtil arôme du pain qu'Ilona avait cuit plus tôt ce jour-là imprégnait le centre de la pièce. La température intérieure restait constamment à 20 degrés Celsius. On aurait dit un petit havre de vie quotidienne. Une paroi de fer mince et courbée, associée à la compréhension de la physique d'un homme, la protégeait de la fureur de l'Arctique à l'extérieur. Au 9e jour de la tempête de neige, Orval Goss faisait face à une situation critique. Il devait inspecter un groupe de génisses pleines situé dans un pâturage au nord. Il craignait qu'elle n'ait pas trouvé refuge. L'expédition était dangereuse, mais le préjudice financier potentiel était immense. Lui et Silas préparèrent leurs chevaux les plus résistants et s'aventurèrent dans l'étendue blanche éblouissante. Le bétail fut découvert regroupé dans un ravin, vivant mais souffrant. Pendant leur retour, la tempête s'intensifia. Le vent propulsait la neige avec une telle intensité qu'elle ressemblait à un sablage. Le cheval de Goss, luttant à travers une congère invisible, trébucha et se blessa, sa patte avant cédant. Il était encore à 1 mille de son ranch, complètement perdu dans la neige aveuglante. Une réalisation blassante le frappa. Sa vie était en grave péril. Une personne voyageant à pied dans de telles circonstances ne survivrait pas même 1 heure. Puis, pendant une brève accalmie dans la neige tourbillonnante, il aperçut une forme sombre et arquée,
La folie de Cali, le refuge le plus proche, était sa destination. Guidant le cheval blessé, il continua à avancer avec difficulté. L'animal gémissait à chaque mouvement. En atteignant le cylindre, il s'y appuya, ayant l'intention de l'utiliser comme bouclier contre le vent. Alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, il se prépara au froid rude et mortel du fer refroidi par le vent. Une chaleur intense, constante et incroyable l'enveloppa, pénétrant son épais manteau. C'était une chaleur douce, rappelant un soleil d'été. Il regarda le métal sombre, complètement stupéfait. Retirant son lourd gant, il pressa sa main nue à plat contre le fer. C'était juste chaud, pas brûlant. Tout autour de lui, le vent frappait comme une agression physique, et la température était mortellement froide. Néanmoins, cette barrière lui apportait du réconfort. Il baissa les yeux, examinant la base du cylindre où le fer rejoignait la neige. Un espace mince et fondu y était visible. La neige frappant le revêtement extérieur ne parvenait pas à adhérer, disparaissant à l'impact. Alors que toutes les autres surfaces du monde étaient couvertes de blanc, ce vaisseau de fer semblait la repousser sans effort. Le fossé séparant ses connaissances de sa sensation actuelle était trop immense pour être comblé. Sa conviction, établie sur 2 décennies, s'effondra instantanément devant cette preuve tangible. Il tituba vers l'entrée et frappa dessus avec son poing gelé. La porte s'ouvrit alors vers l'intérieur, révélant Florence Calais. Encadrée par une lueur sereine et chaude, l'air émanant du cylindre ressemblait à une brise d'une autre saison. Goss, le visage cerné de glace et la barbe complètement gelée, ne put que regarder au-delà de lui le spectacle incroyable à l'intérieur. Des enfants jouaient, une femme cousait, et une profonde tranquillité emplissait l'espace. « Mon cheval !» balbutia Goss, la voix rauque de froid. « Il est blessé, à cause de la tempête. »« Amenez-le à l'abri », fut la réponse. Ferrance parla calmement. Entrez tous les deux. Plus tard, alors qu'il était assis à la modeste table, une tasse de café chaud réchauffant ses mains et le rugissement du blizzard s'étant réduit à un faible bourdonnement, Orville Goss examina la pièce compacte. Il n'observa aucun signe de difficulté. Pas de glace sur les murs, personne ne se serrait, pas d'attisement frénétique d'un feu. Il regarda alors le chaudronnier hongrois, un homme qu'il avait auparavant ridiculisé comme étant insensé. Il secoua lentement la tête, un mouvement exprimant maintenant une admiration profonde et sans réserve, plutôt que du dédain. « Ferrars, dit-il doucement, vous n'avez pas construit une simple habitation. Vous avez créé un jour d'été et l'avez enfermé dans du fer. Après que le blizzard se soit enfin calmé, le paysage qui apparut était celui d'une dévastation totale. De nombreux colons avaient perdu la quasi-totalité de leur bétail. Des récits circulaient de cabanes où l'encre gelait dans son encrier et le pain se solidifiait sur la table. Pourtant, le récit qui se répandait le plus rapidement concernait Orval Goss et la chaleur improbable de la folie de Cali. Goss devint le plus fervent soutien de Ferenc. Ce printemps-là, il commanda à Ferenc la construction d'un cylindre de fer plus petit, destiné à servir d'abri de vélage pour protéger les nouveau-nés lors des tempêtes de fin de saison. Dès l'automne suivant, 3 familles supplémentaires avaient érigé leur propre version, récupérant des matériaux du chemin de fer et sollicitant les conseils discrets de Ferenc. Il ne demanda jamais de paiement, partageant ses connaissances en matière de rivetage et d'étanchéité avec la même ouverture que celle avec laquelle ses voisins avaient autrefois affiché leur scepticisme. L'approbation la plus convaincante provenait d'une source inattendue. Le docteur Eris Thorne, le seul médecin de la région, effectuait ses tournées l'hiver suivant. Il observa un schéma frappant. Presque tous les foyers qu'il visitait avaient des enfants atteints de maladies hivernales courantes, telles que la laryngite, la bronchite et les infections pulmonaires. Pourtant, les enfants Cali restaient en parfaite santé. Ayant déjà inspecté leur habitation en fer,
Il fut étonné par la qualité de l'air. Il était certes chaud, mais surtout, il était également sec et exempt de courant d'air. Sa conclusion fut que la structure scellée, libérée de l'humidité et de la décomposition d'une cabane humide ou de l'entrée continue de courants d'air glacés et irritants pour les poumons, offrait un espace de vie considérablement plus sain. Il commença à préconiser cette conception auprès de ses patients, la présentant non seulement comme un élément de confort, mais comme une mesure de santé publique vitale. En effet, cette enceinte métallique s'avéra être la résidence la plus salubre de toute la vallée. L'invention pionnière de Ferenc Kálay reflétait directement les principes de la science du bâtiment contemporaine. Bien avant que des concepts tels que enveloppe de bâtiment étanche à l'air ou masse thermique ne deviennent une terminologie courante, il avait instinctivement compris les principes fondamentaux. Son enveloppe de chaudière scellée fonctionnait comme une défense presque parfaite contre les infiltrations d'air involontaires, ce qui est l'objectif primordial dans la construction économe en énergie d'aujourd'hui. La façon dont il utilisait le fer lui-même comme source de chaleur radiante préfigurait le confort et l'efficacité des systèmes de chauffage par le sol et les murs radiants actuels. Il avait conçu une habitation remarquablement efficace 100 ans avant son époque. Le cosmos possède une rationalité complexe et gratifiante. Parfois, la résolution d'un défi détient intrinsèquement la clé pour résoudre un problème complètement distinct. Ferenc Kálay a dédié sa vie à la conquête d'un exploit d'ingénierie particulier. Construire un récipient capable de contenir en toute sécurité l'énergie explosive et expansive de la vapeur. Il a découvert qu'une forme courbe offrait la plus grande résistance, qu'un rivet fournissait la connexion la plus fiable, et qu'un joint impeccable et impénétrable était l'attribut le plus crucial. Il a transporté cette expertise du cœur industriel de l'Europe vers les immenses plaines désolées du Wyoming. Là, il a rencontré un nouveau dilemme. Non pas comment retenir l'énergie, mais plutôt comment exclure une forme distincte d'énergie, la force débilitante du froid. Et il a mis au jour une profonde réalisation. La forme conçue pour résister à la pression retient également la chaleur. C'étaient précisément les mêmes principes de solidité structurelle qui exploitaient la puissance d'une locomotive, étaient idéalement adaptés pour préserver la chaleur sereine et inestimable d'un foyer. Le conteneur, initialement conçu à des fins industrielles, s'est transformé en un sanctuaire pour la vie. Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour ce récit d'inventivité et de persévérance. Si vous avez trouvé les fondements scientifiques de la folie de Kálay aussi captivants que l'histoire elle-même, nous vous prions de bien vouloir aimer cette vidéo et de vous abonner pour d'autres récits d'histoires méconnues. Pour notre discussion ultérieure, veuillez partager dans les commentaires quelle technologie contemporaine, selon vous, est redevable à une percée frontalière négligée. Le contenu de cette vidéo est destiné uniquement à des fins éducatives et de divertissement narratif. Il propose un récit dramatisé s'inspirant de méthodes de construction historique et de concepts scientifiques. Les noms des personnages et les incidents particuliers dépeints sont le fruit d'une recréation imaginative. Toute mise en œuvre de méthodologies historiques dans des projets de construction actuels doit être entreprise exclusivement après consultation d'experts certifiés. Ce contenu a été réalisé conformément à toutes les réglementations de construction, aux normes de sécurité et aux codes en vigueur. Cependant, cette vidéo ne constitue pas un conseil technique professionnel ni un avis juridique.